Chérif Diop, monsieur René Pascal Diouf qui est avec nous ce soir et on va revenir très certainement sur la publication des rapports publics généraux de la Cour des comptes. Bonsoir monsieur Diouf et merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Les documents qui ont été publiés mettent l'accent sur des fautes de gestion dans des structures étatiques, en tout cas celles que vous avez contrôlées. Est-ce qu'on peut dire que ces structures sont mal gérées? À cette étape de la procédure, on ne peut pas qualifier les constatations de la Cour des comptes de faute de gestion. Parce que pour qu'on puisse les qualifier de faute de gestion, il faut que ces faits soient déférés devant la Chambre de discipline financière et que cette instance puisse les qualifier comme telles. Ce sont des constatations que nous avons faites à un moment T et qui font ressortir un certain nombre de manquements et de dysfonctionnements au sein de ces structures. Et comme un médecin qui diagnostique un malade, nous venons souvent voir quels sont les dysfonctionnements, les écarts, les manquements, les insuffisances au sein d'une entité. Et comme un médecin, nous délivrons une ordonnance et nous donnons les recommandations que nous pensons idoines pour que la gestion soit meilleure. Et le mal dont souffrent ces entreprises n'est pas, n'est pas grave, on n'a pas à s'inquiéter? Non, on ne peut pas dire qu'on n'a pas à s'inquiéter, sinon on n'aurait pas fait ces constatations. Parce que quand on fait des constatations, c'est qu'elles sont significatives. C'est-à-dire qu'elles sont assez importantes pour pouvoir figurer dans un rapport. Donc si elles figurent dans un rapport, c'est qu'il faudrait que des mesures de correction soient prises. Donc on ne peut pas dire que c'est cotère sur jambe de bois. Il s'agit maintenant de faire un diagnostic des différents manquements et de recommander les mesures de correction qui s'imposent. Donc on ne peut pas ainsi dire. Si la Cour des comptes retient des constatations dans un rapport, à travers une procédure qui est contradictoire, à travers une procédure qui est collégiale, c'est que ces manquements sont suffisamment significatifs pour pouvoir figurer dans un rapport. Et dans ces 10 rapports, M. Diouf, est-ce que c'est beaucoup plus des malversations ou bien des vides juridiques? Non. Évitons de donner des termes qui peuvent prêter à équivoque. La Cour des comptes ne peut pas qualifier des faits de malversation. Parce qu'il faut camper le décor et remettre les choses à l'endroit. La Cour des comptes n'est pas une juridiction pénale. La Cour des comptes relève des faits qui peuvent être des écarts par rapport à la norme, des faits qui peuvent être des écarts par rapport à des critères de performance et les consigne dans un rapport. Bien entendu, les normes nous obligent, quand on est devant des faits qui peuvent constituer une fraude, de bien les documenter au fin que les autorités judiciaires compétentes puissent s'en saisir. Mais la Cour des comptes n'a pas compétence à qualifier des faits pénalement. Il revient au juge du judiciaire, au procureur de la République, au juge d'instruction ou au magistrat du siège de qualifier des faits comme étant des malversations ou des infractions à la loi pénale. Je pense qu'il faut faire le départ entre le juge des comptes et le juge pénal. Alors on a vu que le lendemain de chaque fois de la publication de ce type de rapport, il y a un tollé qui est suscité, mais le plus souvent, la suite qui est donnée à ces dossiers, notamment sur le plan judiciaire, laisse à désirer. Le plus souvent, les gens restent sur leur faim. On n'a pas l'impression que les dossiers sont, disons, menés jusqu'à terme. Je pense que c'est cette précision-là que je faisais. Parce que souvent, on a l'impression que le citoyen ordinaire pense que la Cour des comptes est une superstructure d'instruction qui prépare des dossiers à l'attention du juge pénal. Il faut faire le départ entre ce qui peut être des manquements, des écarts par rapport à la loi avec des fraudes qui sont avérées ou en tout cas des suspicions d'infraction à la loi pénale. Quelle est la finalité alors de ces rapports? J'en viens là, madame, si vous me permettez. En réalité, il faut retourner aux missions principales de la Cour des comptes. La première mission d'une cour, c'est de juger. Donc la première mission de la Cour des comptes, c'est de juger les comptes des comptables publics. La deuxième mission de la Cour des comptes, c'est d'assister le président de la République, le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution de la loi de finances. La troisième mission qu'on peut développer, c'est que la Cour des comptes, par son action permanente de vérification et de contrôle, contribue à ce qu'on instaure une culture de reddition des comptes, contribue à l'amélioration de la gestion publique, contribue à améliorer
le système de gouvernance publique, la promotion de la transparence. Évidemment, la Cour des comptes aussi sanctionne les auteurs de fautes de gestion. Donc globalement, la mission première de la Cour des comptes, c'est d'être vraiment un conseil pour le gouvernement, pour les entités, pour que ces entités-là puissent améliorer la gestion publique, au fin surtout de satisfaire les besoins du citoyen. Et je pense que si on comprend cette mission de la Cour des comptes, on ne fait pas l'amalgame que toute action ou toute mission de la Cour des comptes devrait déboucher à mettre des citoyens ou en tout cas des responsables en prison. Ce n'est pas ça la première mission. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'il y a des écarts que nous estimons être, parce qu'il ne nous appartient pas une fois de plus de qualifier, être des présomptions d'infraction à la loi pénale, nous pouvons transmettre aux autorités judiciaires compétentes. J'ajoute à cela, madame, qu'il faut que nous fassions aussi attention sur ce qui est du suivi des recommandations de la Cour des comptes. Parce qu'en réalité, c'est ça le principal baromètre de la plus-value de la Cour des comptes en matière de gestion publique. Nous, depuis quelques années, nous faisons le suivi des recommandations de la Cour des comptes. Et nous nous sommes rendus compte quand même que ces recommandations sont peu ou prou prises en compte par les entités que nous contrôlons. Nous avons fait lors de notre conférence de presse un peu le rapport entre le nombre de recommandations que nous avons émises, le nombre de recommandations qui ont été mises en œuvre et le nombre de recommandations en cours de mise en œuvre et celles qui ne sont pas encore mises en œuvre ou ne sont devenues sans objet. Et toutes choses étant égales par ailleurs, si vous faites le rapport entre ce qui a été effectivement mis en œuvre et ce qui est en cours de mise en œuvre, vous avez un taux de 80%. Donc sur cette base, on peut conclure que la Cour des comptes quand même apporte en plus dans la gestion publique. Si nous faisons la comparaison avec ce qui se passe en France, j'ai eu la chance de lire le dernier rapport de la Cour des comptes française sur la mise en œuvre des recommandations. Ils sont peut-être à 77% de mise en œuvre et il y a même des cas... Ce qui veut dire que le Sénégal est en avance. Je ne dis pas qu'il est en avance, mais les contextes ne sont pas pareils. Il est même arrivé des cas où des structures en France ont refusé carrément de mettre en œuvre les recommandations de la Cour des comptes française après avoir apprécié. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que ceux qui sont au sein des structures sont supposés mieux connaître leur structure. Il se peut que des recommandations qu'une structure de contrôle émet ne soient pas faisables. Donc il faut aussi prêter attention aux réactions que les structures publiques ont par rapport aux recommandations de la Cour des comptes. Mais globalement, nous avons un taux de satisfaction par rapport à la mise en œuvre de nos recommandations qui est vraiment satisfaisant. Et si on s'arrête sur le retard de la publication, le premier président de la Cour des comptes a clairement spécifié qu'il s'agissait de dysfonctionnement en interne, alors que beaucoup pensent que c'est lié à des, disons, calculs politiques, puisqu'on sort d'une année électorale, il y avait encore une campagne et on a entendu des responsables politiques réclamer des rapports de la Cour des comptes. Aujourd'hui, il est difficile de ne pas faire ce link-là, alors qu'on nous dit qu'il s'agit de dysfonctionnement interne. Est-ce qu'on peut savoir quels étaient ces dysfonctionnements-là? En réalité, nous avons prêté attention à tout ce qui a été dit et à l'émoi, en tout cas aux vitupérations qui ont pu jaillir par-ci et par-là. Et nous positivons cela, parce qu'il y a quand même une forte attente des citoyens en ce qui concerne les conclusions de la Cour des comptes. Ça signifie que cette institution quand même est attendue en termes de promotion de la bonne gouvernance et que les citoyens estiment que la Cour des comptes a quelque chose à apporter à la gestion publique. Donc au-delà de toutes les critiques que nous avons pu entendre, nous avons quand même ressenti ce désir, en tout cas cette volonté, ce soutien même de la population pour promouvoir une Cour des comptes forte. Et ça, rassurez-vous, c'est des manquements que nous-mêmes nous avons pris à bras le corps. Et je puis vous assurer que ce qui a été susurré par-ci et par-là, la nature ayant horreur du vide, chacun a pu se faire une opinion ou en tout cas une explication sur la cause de ce retard. Mais je puis vous assurer qu'en aucun cas, je le dis droit en regardant les Sénégalais droit dans les yeux, qu'aucune pression politique n'a pu expliquer cette situation. Nous avons
été plus ou moins victime d'un engrenage, effectivement lié à ce qu'on a pu appeler des dysfonctionnements internes. Est-ce que la loi vous oblige à publier les rapports tous les ans? Oui, toutes les années, la loi organique sur la Cour des comptes oblige la Cour des comptes à faire un rapport public annuel et à le rendre public. Et il y a d'autres dispositions comme le code de transparence qui mettent cette obligation à la charge de la Cour des comptes. Donc pour reprendre mon explication, ces dysfonctionnements, ils peuvent être expliqués de plusieurs façons. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison que nous pouvons invoquer, c'est que vous avez tous constaté que la Cour des comptes, son siège est en construction depuis des années. Depuis 10 ans. Pas 10 ans, en tout cas depuis 2013, le siège est en construction et tout le monde a constaté que le siège est à l'arrêt. Résultat des courses, nous sommes dans des sites disparates, dispersés au sein de la ville, oui. Ce qui rend quand même difficile la coordination. Et les conditions de travail à la Cour des comptes, je pourrais même les qualifier de dantesques. Si d'aventure vous pouviez faire quelques incursions au siège de la Cour des comptes, vous verrez que les magistrats, en tout cas le personnel, travaillent dans des conditions très difficiles. Cela veut dire que vous n'avez pas les moyens? Vous faites votre travail convenablement? En tout cas, en ce qui concerne le siège ou en tout cas la disponibilité des bureaux, nous avons des problèmes par rapport à ça. Et je reviendrai sur la question du siège parce que le président de la République, lorsqu'il nous a accueillis, lorsqu'il nous a reçus, il en a fait une préoccupation majeure. Et je pense que les autorités supérieures de l'État sont conscientes que la Cour des comptes a besoin d'un siège digne de ce nom. Outre ce problème de local, il se trouve aussi que la Cour des comptes a été pendant ces dernières années en sous-effectif très grave, je puis ainsi dire, parce que si vous enlevez de la liste des magistrats le premier président, le procureur général, les avocats généraux, les présidents de chambre, le secrétaire général, il ne restait qu'une petite dizaine de magistrats pour exécuter ces fonctions, ces missions. Et vous avez la mission d'auditer les structures publiques. Je donne par exemple un exemple. À la chambre dans laquelle je suis, la chambre des collectivités territoriales, nous avons en charge 602 collectivités territoriales. Et figurez-vous que nous ne disposons que de 5 magistrats et enlever le président qui est dans une position de supervision. Donc vous voyez que l'effectif s'est réduit au cours des années comme peau de chagrin. Heureusement qu'il y a des efforts qui sont en train d'être déployés pour revigorer le personnel. Et c'est d'ailleurs un des axes stratégiques de notre nouveau plan stratégique que nous sommes en train de finaliser. C'est vraiment renforcer le personnel de la Cour des comptes en prévoyant le recrutement de 15 magistrats par an et de 15 assistants de vérification pour que la Cour ait davantage de personnel pour faire ses missions. Si on reste sur les difficultés qui vous empêchent de faire convenablement votre travail, on a vu aussi un élément qui ne me semble pas anodin, c'est qu'un ministre, en tout cas on a vu ça à travers la presse, ait eu le courage de renvoyer des magistrats qui étaient là, qui étaient venus faire le travail. Est-ce que vous le confirmez d'abord? Et est-ce que c'est un précédent dangereux par rapport aux missions qui vous sont confiées? Je ne sais pas s'il faut qualifier cela de courage. Moi, j'ai une appréciation de la situation. Oui. Qui n'est pas personnelle, mais qui est une appréciation que tout homme raisonnable peut partager. Oui. Nous avons la chance, par la grâce de Dieu, par les efforts de nos parents, par nos efforts personnels, de nous être hissés à certains postes de responsables. Et nous travaillons pour le peuple sénégalais. J'estime que quand on a la chance de travailler à des hautes fonctions, il y a la tenue et la retenue à avoir. Un magistrat, par exemple, ne peut pas se permettre d'avoir certains comportements. Il ruinerait même la légitimité sur laquelle il est assis pour pouvoir rendre la justice au nom du peuple sénégalais. Il en est même de la personne que vous avez citée. J'estime que quand on a la chance d'avoir été investi de la confiance de M. le Président de la République, il y a une attitude et une tenue à avoir. Nous devons nous élever au-dessus de nos faiblesses personnelles pour être au niveau de nos responsabilités. Oui. Et est-ce que c'est un précédent dangereux? Oui. Au-delà du principe, oui. J'en viens là. Je dis que M. le Président de la République est garant du fonctionnement des institutions. Il ne peut pas investir une personne de sa confiance qui puisse être un obstacle au bon fonctionnement des institutions. C'est un précédent qui est malheureux et je pense que je l'aurais qualifié de balafre.
sur le visage de la République. Et celui qui s'est comporté ainsi n'a pas offensé en réalité la Cour des comptes. C'est le peuple sénégalais d'abord qui a été offensé. Parce que souvenons-nous que la Constitution a été adoptée par référendum. Et dans la Constitution figurent les missions qui sont assignées à la Cour des comptes. Ça signifie que chaque Sénégalais a pris de la parcelle de souveraineté qui lui appartient et l'a confiée à la Cour des comptes, une institution de la République. Donc, s'attaquer à une institution de la République, comme s'attaquer au président de la République ou à un député ou à une autre personne, c'est s'attaquer à la souveraineté du peuple sénégalais. Et qu'est-ce que la Cour compte faire par rapport à cette situation? Permettez-moi de conclure sur cet aspect-là. Oui, oui. Et c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, scier la branche sur laquelle on est assis. Parce que, comme je le disais, nous avons été tous, dans nos familles, moulés dans un certain nombre de principes, de valeurs, de respect de l'être humain, de respect de l'autorité des institutions. Oui. Il faut dire que cette personne dont vous parlez est venue à Canossa, elle est venue s'excuser à la Cour des comptes parce qu'elle a pu se rendre compte de la gravité de ce qui s'est passé. Alors, ça, j'espère que, en tout cas, c'est une des rares fois, où c'est la seule fois où la Cour des comptes a été mise dans cette situation pareille. Et j'espère que ce ne sera pas une situation, et même monsieur le chef de l'État a déploré ce fait-là devant la Cour des comptes. La Cour des comptes aussi en a fait rapport. Le président de chambre concerné en a fait rapport au premier président de la Cour des comptes et cette affaire-là a été évoquée devant le président de la République qui s'est exprimé en face des magistrats pour se désoler de ça. En sus de cela, nous avons fait ce que nous pouvions faire parce que nous estimions quand même qu'il y avait outrage à magistrat. Nous avions déposé une plainte devant le procureur de la République. Nous ne pouvions pas faire plus que ça. Mais c'est quand même un précédent malheureux dans la mesure où, je le rappelle, dans le préambule de la Constitution, il est proclamé le principe de la transparence dans la gestion publique. On ne peut pas être un gestionnaire public et avoir ce type de comportement vis-à-vis d'une institution de la République. Dernier point, vous disiez que vous avez un taux assez satisfaisant de la prise en compte des recommandations faites par la Cour des comptes. Le président annonce aujourd'hui la création d'une commission qui va beaucoup mieux exploiter les rapports. Et quel commentaire que cela vous inspire? Mais on ne peut que s'en réjouir parce que si cela peut aider à ce que les recommandations de la Cour des comptes soient mises en œuvre, mais nous sommes preneurs. Parce qu'il faut dire aussi que ce n'est pas une nouveauté. Parce que du temps de la commission de vérification et de contrôle des entreprises publiques, les recommandations de cette entité qui est un peu l'ancêtre de la Cour des comptes étaient transformées en directives présidentielles. Donc c'était d'application immédiate par les entités qui sont concernées. Donc si monsieur le président de la République prend à bras le corps le problème et instruit les différentes entités d'appliquer les mesures qui ont été préconisées par la Cour des comptes, c'est une excellente chose. Mais à côté de cela, la Cour des comptes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, a un dispositif interne qui lui permet de faire le suivi de ses recommandations. Et ça, c'est un aspect très important de son travail. Et c'est là, comme je le disais, que la plus-value de la Cour des comptes est mesurée. Et dans notre nouveau plan stratégique, on a fait du suivi des recommandations une action prioritaire, de sorte que tous les 2 ans, toutes les chambres de la Cour des comptes vont faire un rapport de suivi des recommandations. Un rapport de synthèse va être fait et publié sur le site. Et à quand les rapports de 2018-2019? Le premier président annonce octobre 2020. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme, d'autant plus que je suis le rapporteur général. Alors pour 2018, le rapport est quasiment prêt et nous allons nous attaquer sans désemparer au rapport 2019. Merci beaucoup, Monsieur René Pascal Diouf, le rapporteur général de la Cour des comptes. Merci également Pape Djibril Fall et à Papa Djibril Fall, j'y arrive, et à toutes les personnes qui nous suivent de partout. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée sur la TFM. Merci.